Allez, bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, un texte absolument incontournable pour le bac, les lettres d'une péruvienne de Françoise de Graffigny. On va décortiquer ça ensemble pour que tout soit parfaitement clair pour l'examen. Alors, voilà notre plan d'attaque. Une structure en 5 points, hyper efficace pour bien organiser ses idées, que ce soit pour l'écrit ou pour l'oral. On va voir la carte d'identité, puis le parcours de Zilia, l'analyse, les citations à connaître et enfin sa modernité. C'est parti! Ok, première étape, la carte d'identité. C'est la base de tout. On ne peut pas commencer une analyse sans savoir précisément d'où vient l'œuvre, quel est son contexte de publication. Regardez bien cette chronologie. On est en 1747. C'est le cœur battant du siècle des Lumières. Montesquieu a déjà ouvert la voie en 1721 avec ses lettres persanes, donc le public est déjà habitué à ce genre de critique par le regard étranger. Le roman de Graffigny s'inscrit donc pile dans cette effervescence intellectuelle. Une effervescence qui, on le sait bien, va mener tout droit à la Révolution. Ce n'est pas un détail. Et attention, il faut bien mesurer que ce n'est pas juste un livre parmi d'autres. Non, c'est un véritable phénomène de société. Pensez-y, un best-seller écrit par une femme, ce qui est déjà en soi un événement au XVIIIe siècle. En plus, Graffigny utilise toutes les recettes qui fonctionnent. Le roman par lettres, c'est très à la mode. Et bien sûr, cet exotisme qui permet d'utiliser le regard d'une étrangesse pour mieux critiquer la société française. Bon, le décor est planté, maintenant rentrons dans l'histoire. Qui est cette fameuse Zilia? Quel est son parcours? C'est absolument essentiel de bien le maîtriser, parce que toute la force critique du roman repose sur elle. Son parcours, on peut vraiment le voir en 3 grands actes. Acte 1, l'arrachement, la violence brute. Zilia, princesse Inca, est kidnappée, coupée de son monde. Acte 2, la découverte. Elle arrive en France, un choc culturel total, elle apprend, elle observe et elle commence à analyser. Et l'acte 3, le plus fort, la décision. Trahie par son amour, elle refuse de se soumettre à un nouveau destin et choisit l'indépendance. On va y revenir, c'est fondamental. Et ça se sent dès la toute première lettre. Le ton est posé, elle est captive, elle subit, elle ne comprend pas. Sa seule liberté, son seul lien avec son passé, c'est l'écriture. Au début, elle n'utilise même pas notre alphabet, mais des quipus, ces cordelettes à nœuds des Incas. C'est un symbole très fort de sa culture qu'on lui arrache, mais à laquelle elle se raccroche. Une fois en France, son regard naïf, son étonnement, ça devient son outil d'analyse. C'est le fameux regard étranger. Elle regarde tout comme si c'était la première fois. Les miroirs, les discussions mondaines, les codes sociaux. Et en décrivant tout ça de façon très littérale, eh bien elle en révèle toute l'absurdité. Sa logique étrangère, au fond, c'est juste la voie du bon sens face à une société pleine de conventions. Et on en arrive au moment crucial, le point névralgique pour toute analyse, la fin. Asa, son fiancé, l'a trahi. Son sauveur français, d'Éterville, lui propose le mariage, c'est-à-dire la sécurité et une place dans la société. Eh bien non. Elle refuse. Elle rejette ce destin tout tracé pour une femme de son époque et choisit sa propre voie, une vie de célibataire consacrée à l'étude et à l'amitié. Pour le XVIIIe siècle, c'est une décision d'une modernité absolument stupéfiante. D'accord, on connaît l'histoire. Mais au-delà de l'intrigue, qu'est-ce que ce roman nous dit vraiment? C'est le moment de l'analyse, en lien direct avec le parcours au programme, le regard de l'autre et la contestation sociale. C'est là qu'il faut être très solide. La vraie question à se poser, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'une histoire d'amour qui tourne mal, un drame personnel, peut se transformer en une critique aussi virulente de toute une société? C'est ça, le coup de génie de Françoise de Graffigny. Comment fait-elle? Eh bien, la réponse tient en 2 grands axes. D'un côté, le regard étranger. Zilia est un miroir qui renvoie aux Français l'image de leur propre ridicule, de leur hypocrisie. Et de l'autre, et c'est tout aussi crucial, la condition féminine. Le parcours de Zilia est une critique en règle de l'éducation qu'on refuse aux femmes et un plaidoyer pour leur indépendance. C'est un roman féministe avant l'heure. Une bonne analyse, ça s'appuie sur le texte. Il faut des preuves, des citations précises, surtout pour l'oral. Alors, voyons ensemble quelques passages clés qui vont vous servir de munition. Prenez cette citation sur les Parisiens. C'est parfait. Elle les décrit comme des gens tellement agités que les mots seuls ne leur suffisent pas. De son point de vue extérieur, ce n'est pas de l'esprit ou de la vivacité, c'est de la fébrilité. Elle met le doigt sur la superficialité des conversations de salon, ce besoin de parler pour ne rien dire. C'est très efficace. Et celle-ci, sur l'éducation des femmes. C'est au tout début. Elle remercie Azad de l'avoir instruite et elle dit que sans lui, elle serait restée dans le néant.
Le mot néant est terrible, il est très fort, c'est une attaque frontale contre une société qui condamne les femmes à l'ignorance. Et tout son parcours, c'est justement son combat pour sortir de ce néant. Voilà une autre citation très importante, adressée à d'Eterville. En substance, elle lui dit que sa gratitude ne sera pas une chaîne. Elle place la vertu, l'intégrité morale, au-dessus des conventions sociales. C'est la philosophe qui parle ici, celle qui prépare déjà son choix final de vivre selon ses propres principes et non selon ce que la société attend d'elle. On arrive à la dernière partie, mais elle est essentielle, surtout pour l'entretien. Pourquoi est-ce qu'on lit encore ce livre aujourd'hui? En quoi est-ce que le combat de Zilia nous parle encore? Parce qu'il est incroyablement moderne. L'autonomie féminine, son refus du mariage, on est en plein dans les débats contemporains. L'expérience de l'intégration pour une personne étrangère, ça n'a pas vieilli d'un pouce. Et sa critique de la communication superficielle, on pense immédiatement aux réseaux sociaux. On peut même y déceler une forme de mansplaining avant l'heure, avec ce brave d'Eterville qui veut tout lui expliquer alors qu'elle a déjà tout compris. Et si on veut vraiment marquer des points à l'oral, on peut tenter une ouverture audacieuse. Par exemple, un parallèle avec le film Barbie de Greta Gerwig. Ça paraît surprenant, mais réfléchissez-y. Dans les deux cas, on a une héroïne qui quitte son monde, découvre notre vrai monde, se heurte au patriarcat et à la fin choisit sa propre identité en dehors des cases qu'on lui impose. C'est une super idée d'ouverture. Voilà, on a fait le tour et on termine sur cette question qui est une excellente conclusion ouverte. Le choix final de Zilias, c'est une victoire ou un renoncement? Un triomphe féministe ou un échec sentimental? Il n'y a pas de réponse toute faite et c'est justement ce qui fait la richesse de l'œuvre. C'est une question parfaite pour lancer la discussion avec l'examinateur.